Et ben je vous propose de commencer tout de suite les actualités. Bon, la grosse actualité du moment, c'est un peu une actualité politique, donc je vais commencer par ça, vu que j'avais fait un peu l'intro sur ce sujet. Comme vous le savez, en France, il y a beaucoup de mouvements contre la réforme des retraites actuellement. Peut-être que, comme moi, vous n'avez pas envie d'atteindre les 70 ans et d'être incapable de travailler pour essayer de vivre bien. Et du coup, je voulais relayer une petite initiative qu'il y a eu dans mes cercles sociaux à moi, qui s'appelle Artistes engagés, artistes en lutte. Donc c'est pas un collectif, mais c'est plutôt un mouvement entre artistes de l'image qui est en train de se mettre en place en ce moment pour participer aux cagnottes de dons, de soutien aux grévistes et de soutien aux manifestants. Et c'est des personnes qui vendent des œuvres imprimées, du print principalement, des sérigraphies, des illustrations. Là, je vous ai mis quelques illustrations de Clémence Sauvage, une illustratrice dont j'aime beaucoup le travail. La caisse de grève. Donc la caisse de grève, c'est des caisses de soutien aux manifestants, aux militants, à tous les activistes qui vont sur place et qui ont besoin de fonds pour créer des choses, pour relayer des informations, pour aussi soutenir les personnes qui ne vont pas au travail pour tout ça. Et donc pour soutenir la grève, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Et puis c'est deux choses en une. Vous avez à la fois une belle œuvre d'art, et et en plus vous soutenez une cause qui est importante. Donc je vous mets ça ici. C'est le soutien pour donner directement à la caisse des grèves. Mais sinon vous pouvez chercher, il n'y a pas de hashtag pour retrouver les artistes en particulier qui peuvent le faire. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez vous relayer et vous intégrer à ce groupe-là. Je crois qu'il y a un Discord qui est en train de se balader, qui doit être relayé par les artistes qui participent à l'action. Moi personnellement, j'ai pas de tirage papier. L'avantage de des caisses de grève, c'est que vous pouvez choisir directement quelle action en France vous voulez soutenir. Est-ce que vous voulez soutenir un groupe? Est-ce que vous voulez soutenir l'action dans une ville? Est-ce que vous voulez soutenir un corps de métier qui peut être le vôtre, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse retrouver ça sur internet, mais je trouvais ça important de commencer par ça, vu l'actualité. Passons sur des choses toujours dans les domaines de l'image. Très rapidement, à chaque fois que les intervalles font quelque chose, je suis obligé de parler de ce que fait les intervalles, donc voilà. Les intervalles a sorti un grand dossier sur les prochaines séries qui sont à sortir, sur lequel je vais peut-être revenir plus tard. C'est un dossier qui n'est accessible qui est assez inaccessible, puisque ça parle d'un rapport de Écran Total qui est, je ne sais pas si c'est un magazine ou si c'est une institution, mais qui est un institut d'observation du cinéma et de la création vidéo en France. Et je voulais faire moi-même un dossier un petit peu similaire à ça, mais je me suis rendu compte que l'abonnement à Écran Total est de 500 € par mois, 500 € par an tout de même. Et donc c'est pas de l'information qui est accessible facilement. Du coup, je pense que pour ce coup-ci, je vais vous inviter à aller voir le dossier des intervalles qui parle très bien des projets intéressants et aussi des projets avec des bonnes représentations et qui font avancer le médium. Et peut-être que j'en parlerai directement ici. Mais bon, comme d'habitude, j'essaie de faire le relais des actions des intervalles, parce que c'est vraiment un très bon collectif. Dans le domaine de l'animation également, nous avons très bientôt, du coup fin de semaine d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Oui, fin de semaine, il y a le festival du film d'animation de Rennes qui se met en place. C'est un festival d'animation qui a quelques années, auquel je ne suis jamais allé, mais auquel j'aimerais bien aller. Je ne serai pas présent cette année, mais j'ai pas mal de personnes, dont quelques personnes qui viennent sur ce chat, qui seront présentes sur place pour aller parfois présenter leurs propres œuvres. J'ai des personnes qui sont bénévoles dessus, donc je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je vous mets la petite bande-annonce du festival. Le festival de Rennes, par rapport au festival d'un jour dont je vous ai parlé la prochaine fois, c'est un festival local aussi, et qui a à la fois une compétition, mais aussi une rediffusion de films connus. Avec quelques-uns dont je vous ai parlé ici. Donc là, il y a ceux l'aveugle, femme endormie, dont on va parler ce soir. Il y a du long-métrage et du court-métrage. Le clip d'Orelsan, Nayola, dont on a parlé la semaine dernière. Et il y a aussi beaucoup de courts-métrages étudiants, Les Astres, qui est un film que j'aimerais bien voir. Donc c'est un festival qui est assez diversifié et qui laisse sa place à beaucoup de nouvelles autoristes. Est-ce que le son est trop fort pour vous? Non, ça va.
Donc si vous êtes sur Rennes ou dans la région, ou que vous avez envie de faire quelque chose pour votre week-end, je vous encourage à y aller, parce que on va parler un tout petit peu du programme. Là, il y a le court-métrage Backflip. Du coup, ça fait partie de quand même des plutôt grands festivals français dédiés à l'animation et spécialisés dans l'animation. Ça peut vous permettre de faire un grand rattrapage, mais aussi de découvrir pas mal d'œuvres qui sont en avant-première et de faire des rencontres. Du coup, rapidement, le programme. Il y a Aurora, l'étoile arménienne, qui n'est pas encore sorti, mais qui a l'air très intéressant. Un homme est mort, qui est un film que j'aime bien, dont je reparlerai peut-être ici. Nous avons un ciné-concert dédié aux chiens. Je trouve si n'importe quoi, mais en même temps si bien à la fois. Il y a le programme en sortant de l'école, dont on va parler ce soir. Du coup, c'est l'occasion de voir tout sur grand écran. Dans les longs métrages, il y a pas mal de choses dont on va parler ici. Ernest Célestine, Interdit aux chiens italiens, Nayola, Le Petit Nicolas, Patty la colère de Poséidon, je l'ai pas vu. Et il y a L'île d'Ancadamian qui est encore en avant-première, qui n'a pas encore de sortie en France d'annoncer, il me semble. Unicorn Wars qu'on déteste, on le rappelle. Et voilà, il y a une très grande aussi collection de courts-métrages. Mais voilà, il y a des grandes collections, je vous recommande. Oui, la séance Dans mon cocon, compétition 3. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle No Time for Love, que j'avais recommandé sur mon Instagram, qui est un film très mignon sur une histoire d'amour entre deux enfants, mais une histoire d'amour entre deux personnes, mais avant tout une histoire d'amour personnelle, sur le fait de avoir suffisamment confiance en soi pour commencer une relation amoureuse. Donc voilà, Festival de Rennes, ça se passe à Rennes Centre, du 1er au 5 avril prochain. Mais voilà, si vous êtes en région, faites-le. Très rapidement, il y a la Paris City Pop qui est en train de se préparer. La Paris City Pop, j'ai mis un petit peu parce que ça me faisait rigoler, comme on va parler ce soir un peu de City Pop, le style et l'esthétique. Vaguement, ça me faisait rigoler d'en parler. La Paris City Pop, c'est un salon d'illustration qui se passe à Paris, comme son nom l'indique, dont c'est la 4e édition. Qui donne vraiment la place à beaucoup de nouvelles voix dans le milieu de l'illustration et de la bande dessinée. C'est très orienté vers des artistes qui ont une légère influence par les arts graphiques japonais, mais qui sont aussi des personnes principalement d'internet et d'une nouvelle vague. C'est beaucoup d'artistes jeunes et j'aime beaucoup. Là, je vous ai mis une toute petite sélection. Je vous ai mis Bisous Cool, dont j'aime beaucoup le travail, dont j'avais relayé le film de fin d'études, qui était très très cool. Et oui, ces 3 personnes-là, Roman Bourdet, Souria M, Bisous Cool et une 4e personne, j'ai lu un très beau fanzine que j'avais récupéré à Angoulême dessus, qui était très très cool. Mais c'est une très belle réunion et c'est un festival qui est gratuit. Donc voilà, et oui, je voulais un peu... la dernière chose que je voulais dire sur le Paris City Pop, c'est que c'est un festival qui est gratuit et qui cette année a des petits soucis d'argent. Ce qu'elles font en ce moment, c'est de faire une campagne Ulule avec un artbook de certaines œuvres choisies de toutes les autoristes qui viennent sur place. Donc je vais vous mettre le lien également si vous voulez le voir. C'est un moyen de soutenir cette réunion qui, pour l'instant, avait réussi à faire un truc très impressionnant, c'est d'avoir des sponsors directement qui permettent de rendre l'événement gratuit. Et avoir un événement gratuit, ça veut dire faire payer moins cher les tables des artistes et être plus accessible pour les personnes qui veulent juste visiter, faire des rencontres. Et du coup... moi j'ai pu discuter avec des organisatoristes du Paris City Pop, et donc je sais que c'est un événement en lequel je crois pas mal, quoi, dans les intentions et dans comment c'est fait. Très rapidement, les sorties cinéma, je vais pas y passer autant de temps que d'habitude, parce que on a beaucoup de choses à dire ce soir. Oui, aujourd'hui le 29 mars, il y a Contes de printemps, et Le Petit Hérisson dans la brume et autres merveilles. C'est les fameux programmes de 40 minutes pour enfants qui passent beaucoup les mercredis, samedis et dimanches. C'est des séances qui sont moins chères, qui sont des séquences de 40 minutes et avec des ensembles de courts-métrages. C'est un format qui est très très bien parce que ça permet de montrer du court-métrage à des enfants et ça donne un peu une viabilité économique à du court-métrage qui a généralement beaucoup de mal à vivre en dehors des festivals. Donc c'est très très cool. Oui, l'affiche de Contes de printemps est trop mignonne. C'est des ensembles de films, donc il me semble que celui-ci c'est L'Esprit de la forêt. Mais je ne saurais pas dire.
Et moi je voulais faire, évidemment, j'étais impossible de ne pas parler d'une ressortie de Yuri Norstein au cinéma. Donc la fiche de droite, Petit hérisson dans la brume, c'est un court-métrage que j'aime énormément, qui est un court-métrage qui mélange du papier découpé et de la 2D, qui est vraiment très très beau. Yuri Norstein, c'est un artiste dont j'aime énormément le travail, notamment son moyen-métrage Le Conte des Contes, qui est un film que j'adore par-dessus tout. Mais du coup, Le Petit hérisson dans la brume et autres merveilles a l'air d'être dédié principalement à des artistes. Alors je ne sais pas, d'Europe de l'Est. Je ne sais pas si... Je pense que je vais aller la faire parce que j'aimerais bien à terme ici faire un petit sujet sur l'animation tchèque, sur l'animation polonaise et sur l'animation soviétique. Parce que... Ah, russe, ok. Tout à fait. Norstein, il est russe? Ah, excuse-moi, pardon. J'ai mélangé des choses. Mais voilà, c'est un pan de l'animation dont on parle beaucoup moins et qui est moins fort industriellement ces dernières années. Mais faut pas oublier qu'il y a des excellents artistes, artistes là-bas. Voilà. Les autres sorties cinéma, on en avait parlé. Il y a la sortie de Valentina qui est sortie la semaine dernière que je n'ai pas encore pu voir. Du coup, l'histoire d'une petite fille qui est trisomique et qui veut devenir trapéziste, et donc c'est des petites histoires destinées aux enfants pour... J'ai pas encore pu le voir, donc je vais pas vous dire des choses plus intéressantes que la semaine dernière. Également, j'ai vu qu'il y avait une date de sortie qui est pour le mois prochain de Mad God de Phil Tippett, donc un très 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 gros film de stop motion qui est dans les bacs depuis une dizaine d'années, dont j'ai vu beaucoup de bouffe par-ci par-là, parce que le film est passé de financement qui est participatif, en Kickstarter, en rajout. Voilà, c'est un peu une arlésienne qui va finir par sortir au cinéma, donc c'est un peu cool. Bon, ça va être un film vraiment très précis, c'est un film qui est très violent à la fois dans les thèmes et visuellement, donc qui sera pas du coup de tout le monde. Peut-être que si vous avez vu Junkhead l'année dernière, qui est sorti au courant de l'année, là, vous avez voyé un peu le genre de film que ça peut être. Et aussi une date de sortie, pas une date de sortie, mais une annonce auquel j'étais passé complètement à côté. Il y a Liu Chan, un artiste chinois dont j'avais beaucoup aimé le film précédent qui s'appelle Have a Nice Day, qui était un film un peu une espèce d'affaire pas policière, mais une affaire de quartier avec de l'argent un peu à la Fargo, qui s'appelait du coup Have a Nice Day, qui était un film d'animation en 2D rotoscopé, que j'avais beaucoup aimé, qui travaille sur son deuxième long métrage, du coup qui s'appelle Art College 1994, et qui est en train de tourner en ce moment dans les gros festivals, là, qui est passé à Berlin récemment, c'est pour ça que la date de sortie a été faite. Je vous montre quelques images récemment. Ça a l'air de parler à la fois de l'histoire chinoise vue d'un point de vue autobiographique, où lui raconte de manière romancée sa vie dans les années 94 et les études qu'il a fait. Donc ça a l'air de reprendre ce qui était déjà assez présent dans son film précédent, c'est-à-dire un propos sociétal, une image très photographique avec l'utilisation de rotoscopie. Donc la rotoscopie, c'est quand on redessine à partir de la performance d'acteurs. Donc généralement ça fait des images très riches et très campées. La rotoscopie aussi, je ferai un sujet dédié dessus, parce que c'est un style qui est un peu méconnu et qui est assez sympa. C'est des films les films de Liu Chan, ils sont faits avec peu de moyens, donc vous attendez pas de l'animation extrêmement dynamique comme on peut en voir ailleurs, mais voilà, j'en parlerai quand ça sortira. Peut-être que je ferai même un portrait de l'artiste. J'aimerais bien faire dans les prochaines semaines peut-être plus des portraits d'artistes, parce que c'est très intéressant et c'est parfois plus facile à faire. Donc voilà. Mad God, je vous montre pas des images parce que c'est vraiment assez violent. Et aussi, pour dans 2 semaines, nous avons la sortie de Suzume, du coup le 6e ou 7e long métrage de Makoto Shinkai, réalisateur très connu qui a sorti notamment Your Name ou 500 km par seconde. C'est 500 km par seconde? Ah, je sais plus, je mélange toujours des noms de films. Et qui fait beaucoup de films romantiques sur des histoires d'amour séparés, qui a une patte graphique vraiment très très forte. C'est un des très très gros réalisateurs japonais de ces dernières années, qui a le droit à un grand relais en France, qui avait eu énormément de succès avec Your Name, et qui est un petit peu clivant. 5 cm par seconde, tout à fait. J'étais sur... Je mélange toujours
5 cm par seconde. Le, le, la BD qui s'appelle 5000 km par seconde, qui est une histoire d'amour séparée, et le film français qui s'appelle 120 battements par minute. Donc j'ai un petit problème avec les titres d'œuvres qui sont comme ça. Voilà, ça a l'air d'être encore une histoire d'amour à distance, mais de parler un petit peu plus de société comme on parlait sur le précédent, Les Enfants du Temps. Avec, c'est toujours des histoires d'amour avec des éléments fantastiques et une patte visuelle très recherchée, notamment sur la couleur. Voilà, généralement Makoto Shinkai, soit vous connaissez, vous aimez, soit vous connaissez, ça vous indiffère totalement. Mais voilà, on en reparlera ici. Le gros sujet de ce soir, non, le moyen sujet de ce soir, c'est en sortant de l'école. J'ai découvert en sortant de l'école cette semaine. Ah, bah c'est trop bien. Et bah, je vais essayer d'apprendre un maximum de trucs possibles sur ce projet. En sortant de l'école, c'est quoi En sortant de l'école, c'est un programme de télévision qui a été créé il y a 10 ans de cela par Delphine Maury en association avec France Télévisions, qui a pour but très simple de refaire découvrir la poésie aux enfants sous la forme de courts-métrages. Donc c'est des courts-métrages qui adaptent des poèmes, plus ou moins courts. Il y en a 13 par an, et l'autre spécificité, qui est bien expliquée dans le jeu de mots du titre, c'est que c'est des courts-métrages pour enfants, donc en sortant de l'école, mais c'est aussi des courts-métrages pour des jeunes réalisatrices, parce que c'est des gens qui sortent de l'école, et c'est un programme qui est ouvert à toutes les personnes qui sortent d'école d'animation en France. Et donc concrètement, ça permet à beaucoup de nouvelles personnes dans le milieu de faire une première expérience de réalisation dès leur sortie de l'école ou dans les 2-3 années. La législation, enfin les règles ont changé un petit peu au cours des années. Là pour cette dernière édition, on pouvait participer jusqu'à 3 ans, 4 ans, 3 ans ou 4 ans après notre diplôme. Donc sur les 10 dernières années, il y a eu chaque année un programme qui a été fait. Ça a été initié au tout début par la fille de Jacques Prévert, qui a donné les droits pour adapter les poèmes de son père, sous la forme de 10 poèmes, et qui sont du coup financés, payés par France Télévisions, et qui sont fabriqués par un studio qui s'appelle Tant Mieux Prod, qui a été créé par l'occasion par la directrice de production qui s'appelle Delphine Maury. Et depuis Tant Mieux Prod, ça a grandi dans d'autres programmes télé, comme par exemple Toby Lolness, qui est en fin de développement en ce moment. Un peu déçu que ce soit fini du coup. Exactement. Et en fait, là, on arrive aux 10 ans, et cette année, cette saison 10, c'est la toute dernière. Donc chaque année a été dédiée à un poète différent, du coup dans l'ordre: Jacques Prévert, Osbert Desnos, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, Claude Leroy, Jean Tardieu, Paul Verlaine, André Chédid. Et au bout de 8 ans, il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid et le confinement, et du coup ils ont décidé au lieu de proposer une seule auteurice de poèmes, ils ont décidé de faire des ensembles, des corpus de poèmes. Du coup ils ont dédié les 2 dernières années à la liberté, période de confinement évidemment, et cette année à l'amitié. Donc au lieu d'avoir juste 50 textes de Jacques Prévert ou de André Chédid, on avait le droit à une 50aine de poèmes différents sur un thème lié. Ce qui permettait notamment d'avoir des autoristes plus divers, puisque les 7 premières années d'en sortant de l'école ont été dédiées uniquement à des auteurs hommes. Donc c'était dommage de ne pas avoir de la diversité aussi, d'avoir des poétesses qui puissent être adaptées. Cette année, donc la 10e et dernière année d'en sortant de l'école, moi, mon rapport avec en sortant de l'école, c'est que je connais assez bien, car j'ai moi-même tenté de faire j'ai envoyé des projets de films pour en sortant de l'école, à plusieurs reprises, donc je vois bien l'exercice que c'est. Les films finaux, c'est des films de 3 minutes 30 ou 4 minutes, donc ça fait une petite projection de 1 heure au final, mis bout à bout. Et tous les films sont disponibles sur le site de France Télévisions, sont diffusés à la télé, circulent en festival, donc comme je vous le disais là dans le festival de Rennes par exemple, et puis après sont en accès libre sur le site de France Télévisions. Les 10 saisons sont disponibles, et du coup je connais bien le programme parce que j'aurais pu y participer, mais je n'y ai pas participé car je n'ai pas été sélectionné, et
Et là, cette année, j'ai pu assister à la projection de fin qui avait lieu à la Maison de la Poésie à Paris, juste à côté de Beaubourg. Et du coup, j'ai pu voir la présentation de fin de à la fois la représentante de Tant Mieux Prod et le représentant de France Télévisions qui sont venus parler un petit peu de comment le projet s'était formé et l'héritage qu'ils allaient laisser. Et en fait, ça m'a remis pas mal en perspective de se dire que quand même c'est un programme qui est dédié à des personnes qui rentrent dans le milieu, ce qui est hyper bien. Et c'est aussi un programme qui, du coup, a permis à 130 films d'exister, 130 films de 130 nouvelles personnes dans le milieu, 130 nouvelles expériences de réalisation. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est quand même très très appréciable d'avoir ce genre d'initiative qui permet, quand on a, à la sortie des études, on a entre 20 et 30 ans, d'avoir une première expérience de réalisation, d'avoir un film qui passe à la télé. Et c'est trop. Ça, c'est cool. Et puis, du coup, moi, j'ai pu voir la présentation et j'ai pu aussi entendre la parole des réalisatrices sur place, qui parlaient un petit peu de leur rapport à la poésie. Ça, c'était très intéressant parce que j'ai l'impression que dans l'animation en général, on est très centré sur la fiction. Beaucoup des récits de fiction, qu'ils soient fantastiques ou réalistes, mais beaucoup d'histoires totalement inventées et avec une forme très romanesque. Le personnage va du point A au point B, il rencontre telle personne, il lui arrive telle chose. Et donc c'est vraiment intéressant de voir des films qui adaptent des choses de manière poétique, c'est-à-dire pas forcément auto-narration, avec du coup aucun dialogue, puisque en même temps que les films se déroulent, le poème est lu, donc les personnages parfois prennent la parole en se servant du poème, mais il n'y a pas de dialogue. Les autres spécificités, c'est que c'est souvent 13 films avec des techniques qui sont très graphiques, donc de la 2D, du papier découpé, de la stop motion, des techniques qui évoquent plus la poésie, c'est ce qui a été avancé par la productrice. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3D, hein, entre guillemets. Donc là, vous avez un beau film avec l'utilisation de la rotoscopie, un film en pâte à modeler qui était très joli. Je vais revenir après un tout petit peu sur la présentation des films. De la 2D, du papier découpé, du crayonné. Donc c'est des rendus qui sont hyper beaux. Vous voyez qu'il y a des pattes graphiques qui sont quand même un petit peu uniques. Parce que du coup, les réalisateurs qui bossent dessus ont 7 mois pour écrire et réaliser et dessiner le film. Et là, un film avec de la peinture animée. Donc voilà, donc au final, là, la présentation s'est faite de manière très émouvante, avec chacun qui parlait de son rapport à tout ça, à un peu la redécouverte de la poésie, mais aussi vouloir parler du thème de cette année qui était la poésie. Donc on a eu plein de choses. C'était assez drôle dans la manière de la présentation. Il y a eu... allez, je vais vous pitcher rapidement, très rapidement, les petits films avec les images. Alors... Déçu pour participer ou proposer un poème ou un pitch où ça se passe autrement. Alors, pour participer, on proposait un poème ou un pitch où ça se posait autrement. En fait, l'équipe de France Télévisions envoyait une sélection de poèmes, une cinquantaine de poèmes qui étaient relayés dans toutes les écoles d'animation françaises, normalement, ou en tout cas les écoles qui dépendaient du RECA, donc le réseau des écoles de cinéma d'animation. Et on avait à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour envoyer notre proposition de film qui adaptait un poème. Il y avait une présélection, après il y avait un entretien qui permettait une deuxième sélection, et après cette sélection, on savait les 13 personnes qui allaient faire les films et les 13 poèmes qui allaient être adaptés. Même si, un petit peu de drama, parce qu'il faut toujours un petit peu de drama, cette année, les droits des poèmes avaient été mal gérés, ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu faire les poèmes qu'elles avaient choisis, car France Télévisions avait oublié de voir quel poème on avait les droits. Du coup, il y a des gens qui ont dû recomposer des histoires et des styles graphiques pour s'adapter à des nouveaux poèmes. Mais bon, ça a été fait. Ça s'est fait, quoi, les petits aléas de la production. Mais je vais avoir une bonne nouvelle, je vais finir la chronique sur le futur de En sortant de l'école, car le futur, ce n'est peut-être pas tout à fait la fin. C'est un peu l'info en exclusivité qu'il y avait. Je voulais finir de présenter les films juste avant.
Alfred était de Léa Duterre, qui a un poème très mignon comment l'amitié évolue à travers le temps. Du coup, c'est deux amis qui traversent les époques et qui se sentent complètement dépassés, mais qui par leur amitié arrivent à survivre. Mon ami le chien, qui est très mignon, qui parle de comment un avis peut transformer la nuit en le jour. Donc par exemple, ce petit squelette endormi qui se fait apporter beaucoup de bonheur par ce chien joyeux qui vient le réveiller. C'est Demain dimanche, qui est un film très très mignon, avec une belle voix. Le poème a été adapté avec une voix synthé pop, qui est chantée par la réalisatrice du film, Aliénor Doublé, du coup, qui est hyper chouette, qui parle un peu des amis imaginaires, et comment les amis imaginaires et l'imagination nous permettent de nous relier aux autres. Du coup, très mignon dans un style 2D très dynamique. Bouquet de Cécile Robineau, qui est hyper impressionnant. Car c'est un film en papier découpé et qui utilise des vraies fleurs réelles, parce que c'est l'histoire d'une amitié entre une petite fille qui est gardée par une vieille femme qui s'occupe dans son jardin et qui lui offre des fleurs, et en composant un herbier, elles apprennent à se comprendre et à devenir amies. Ce qui était très mignon, parce que du coup, la réalisatrice a parlé du fait qu'elle avait dû ramasser en vitesse pendant l'été des fleurs pour avoir des fleurs pour son tournage, parce que son tournage avait lieu en hiver, et donc pour avoir des fleurs en hiver, quelle galère. Ensuite, une amitié de Arthur Cato, qui est une amitié entre un bateau, une dame et un bateau, qui était très beau, qui est vraiment impressionnant graphiquement. Euh, et du coup, comment on peut se soutenir, comment un bateau échoué peut être élevé dans le ciel grâce à l'amitié, et comment nos amis permettent de nous soutenir dans les moments durs, du coup, qui était vraiment joli, avec un poème très long. L'amigama de Katia Mikeva, qui parlait d'un peu les relations entre les personnes, comme les électrons qui tournent autour des atomes. Nous avons des gens qui tournent autour de nous et qui nous entourent et qui nous accompagnent, qui était très mignon, en pâte à modeler animée, sur plat. L'amitié de Léon Verdet, qui était l'amitié estivale entre deux garçons au bord de la plage qui deviennent potes en faisant des bêtises. L'amitié du monde de Baptiste Ratajski, du coup, qui a un très beau film, qui a une patte visuelle vraiment très cool, avec du crayon de couleur. On voit comment le monde s'offre à nous dans une très belle amitié, avec plein de petits personnages qui sont amis avec une grande fleur. C'était un bon copain qui est très rigolo, avec un monsieur qui retrouve un vieux dessin d'un ami et qui essaie de le retrouver dans toute une ville, et du coup tout le monde se met à l'aider en chantant. C'était un bon copain. L'ami choisi de Florian Gential, qui est un film avec un style assez réaliste, très inspiré du théâtre, qui parle de comment une amitié peut se naître en se moquant des adultes. Voilà, qui était intéressant. Abri de Julie Daravancea, qui est un beau film qui mélange de la 2D et de la peinture animée, avec deux petites filles qui se rassurent pendant une nuit d'orage en faisant des ombres chinoises, qui était vraiment très mignon et très drôle. Vraiment, vraiment chouette. Voilà, les petites ombres, qui étaient trop, trop cool. Tué de Mohamed Babakoui, qui est un très beau film, lui entièrement en peinture animée, qui est l'amitié entre deux cailloux. Donc c'est une recherche vraiment formelle sur le rapport entre deux amis qui se soutiennent, qui deviennent un radeau pour l'autre dans l'eau. Arbre de Noël de Thibault Lonche, qui est un film qui est, on pourrait dire, coupé au cordeau, parce que c'est une espèce de longue petite énigme visuelle, avec l'amitié entre un palmier et un sapin, qui ont respectivement trop chaud et trop froid, et qui du coup s'envoient de la chaleur et de la fraîcheur pour mieux vivre ensemble, avec un style proche de la sérigraphie, qui était vraiment joli. Et du coup, la présentation était très jolie. Moi, j'avais fait 2 fois la projection des films, parce que j'avais envie de les voir 2 fois et que j'avais envie de bien apprendre à les apprécier. Et en conclusion, ce qui a été dit, c'est que toutes les personnes qui avaient bossé sur le projet avaient bien aimé bosser dessus, que c'était des belles expériences de réalisation, et que finalement on avait 130 beaux et grands nouveaux films d'animation, qui sont tous consultables. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Et alors ce n'est pas encore officiel, mais il a été évoqué l'idée de continuer le programme, non pas sous le nom d'en sortant de l'école, mais un programme similaire de première expérience d'animation, mais probablement pas en collaboration avec Tant Mieux Prod, qui
La directrice de Tant Mieux Prod avait l'air de dire que pour elle, elle avait fait le tour du sujet de la poésie et que c'était à d'autres personnes de venir rentrer et d'apporter des nouvelles choses et une nouvelle vision. Il y a probablement des discussions en ce moment chez France Télévisions pour continuer à avoir un programme qui serait cette fois-ci plus... c'est un peu des bruits de couloir, il n'y a rien d'officiel. Le représentant de France Télévisions avait l'air de dire que c'était en discussion et probablement qu'il y avait une signature qui devait arriver à un moment ou à un autre qui n'avait été pas encore faite, c'est pour ça qu'il ne pouvait rien assurer. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait fini. Il y aura... On a peut-être la fin d'un beau programme qui s'arrête, mais probablement un nouveau qui va peut-être permettre de découvrir cette fois-ci de la littérature, des nouvelles. Ce sera probablement toujours dédié à l'enfance, mais voilà. Je pense que si ça se fait, je vous en reparlerai ici, et si ça se fait, ce sera probablement à nouveau relayé par les écoles de cinéma d'animation en France. Mais voilà, mon bilan sur tout ça, c'est que c'est vraiment un programme qui est positif en sortant de l'école. Ça fait des beaux films. Et voilà, du coup, je vous recommande d'aller voir tous ces films-là sur le site de France Télévisions que je viens de vous poster dans le chat. Tous les films sont disponibles gratuitement. Et puis éventuellement, si vous avez des films que vous avez bien aimés, je vous encourage à aller le dire que vous avez bien aimé aux réalisatrices qui sont... Je crois que tout le monde est sur Instagram. Voilà. Ah, tu lis beaucoup de poésie. Et bah c'est cool, moi j'avoue que c'est un truc que j'ai complètement arrêté. J'en ai vu quelques-uns, ça te donne envie d'aller tous les voir. Et bah, 130 films. Moi, j'ai vu, il y a quelques saisons que j'ai beaucoup suivi, mais j'avoue que c'est d'une très grande richesse. Oui, il y a quelque chose dont je voulais un peu, un petit sujet sur lequel je voulais revenir, parce que j'ai l'impression de l'avoir traité un peu superficiellement la dernière fois. Je sais pas si vous étiez là pour l'émission que j'avais fait il y a 2 semaines sur le cartoon movie et sur parler de représentation dans le cinéma. J'ai l'impression que j'avais parlé de manière un peu légère dans l'émission de la fois précédente, parce que j'avais pas assez préparé le sujet, et que c'est un sujet qui mérite d'être traité vraiment très très bien. Et voilà donc ma position par rapport à toutes ces questions de représentation, d'avoir plus de représentation féministe, de personnes en minorité de genre, de personnes racisées, de personnes handicapées dans le cinéma. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas encore assez discuté. Et je pense il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, ont peut-être parfois un peu peur de parler de ce sujet, parce que c'est des sujets qui sont très politiques et qui peuvent être très blessants. Et voilà, j'avais expliqué que ma position par rapport à ça, c'est que moi je suis une personne qui est vraiment au carrefour de tous les privilèges, et que du coup j'ai pas du tout de légitimité de parler sur ces sujets, mais que c'était pas une raison pour ne pas essayer d'en parler dans des cas précis, et quand je voyais des choses problématiques d'en parler. Donc voilà, moi je suis une personne, voilà, hein, je suis le mec blanc 6-7 de service, et donc quand je parlerai de ce genre de sujet, il faut que vous gardiez ça en tête. Oui, je suis pas milliardaire, mais c'est bien de positionner ce genre de choses, surtout que comme je stream sans caméra, vous voyez pas forcément ma tête, donc voilà, j'aime bien que ça se soit clair, puisque ça veut dire que je suis pas pertinent sur tous les sujets, mais... du coup, la grande question de la représentation en ce moment, ça se qualifie par quelques trucs, qui sont les choses que moi je vais aborder ici. C'est dans le cinéma et dans l'image générale, il y a la question de qui est-ce qu'on montre, qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'on a l'impression de voir toujours les mêmes profils, du coup, beaucoup de garçons blancs, beaucoup de garçons blancs hétéros, dans toutes les histoires qui sont devenues un peu le personnage neutre et de base de beaucoup d'histoires. Et les questions qui se posent souvent, du coup, c'est qui on montre, donc les personnes et quelle identité on prend pour raconter une histoire. Il y a la question de comment on le montre visuellement. On avait parlé de type de dessin. Du coup, si vous mettez des garçons avec des épaules carrées et des filles avec des visages tout ronds, si vous dessinez une personne d'une certaine identité en utilisant des stéréotypes caricaturaux, c'est problématique. Il y a aussi la question de quelle histoire on fait vivre à nos personnages. Ce qu'on avait souligné la dernière fois, c'est que généralement des personnes avec une certaine identité sont toujours mis dans le même genre d'histoire. Un exemple qui revient très souvent, c'est quand vous parlez d'une personne LGBT, les histoires parlent systématiquement du coming out.
Et c'est dommage, puisqu'on aimerait bien avoir des personnes LGBT dans tout type d'histoires, des westerns, des histoires de science-fiction, et plus de diversité. Et il y a aussi la question de comment on met les scènes en personnages, c'est-à-dire comment on les cadre à l'image, quelles actions on leur fait faire, et quel regard les réalisateuristes portent sur leurs personnages, quoi. Euh, c'est des questions qui sont très larges. Et voilà, je peux pas les traiter globalement parce que ça demanderait d'avoir, je pense, beaucoup d'expérience ou une licence de 3 ans sur le sujet des représentations, mais à chaque fois que je verrai des exemples qui me paraissent complexes ou maltraités, je le ferai ici. Et tous ces problèmes de représentation, de sous-représentation et de mauvaise représentation, ils sont aussi caractéristiques en France, mais aussi à l'étranger, par le fait que c'est toujours le même genre de personne qui fait les films, quoi. Si dans le cinéma, il n'y a que 30% des protagonistes qui sont des femmes, bah, c'est aussi parce que dans les personnes qui fabriquent et qui réalisent, bah, il n'y a que 30% des personnes qui sont des femmes. Et bah, voilà, on veut plus de parité, on veut plus de représentation, bah, juste parce que la société, elle est comme ça, elle est pas tranchée aussi autant en faveur des personnes privilégiées. Et donc il faut que cette représentation, elle soit aussi à la fois à l'écran et derrière dans les équipes de production. Et aussi parce que, bah, bêtement, artistiquement, c'est horrible et triste de voir toujours la même chose, et donc il faut toujours laisser des nouvelles voix et essayer d'être aussi inclusif que possible. Et bah voilà, dans l'animation et le dessin, ça se voit particulièrement parce qu'il n'y a rien qui est fait de manière accidentelle. Tout ce qui est fait de manière très réfléchie, très calculée. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir un storyboard, qui vont voir une animatique de film, qui vont voir des designs, des choses qui sont vues par plusieurs dizaines de personnes ou par même des comités de production. Et bon, il y a 2 semaines, on parlait des cas du long métrage qui sont l'économie la plus forte parce que c'est des films très très chers. Voilà, généralement, plus un produit est cher, plus il est neutre et moins il est inclusif. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai souvent. On va sur Actu Animé, on va parler de la sortie il y a 2 semaines, mais du film que j'ai enfin vu, Saule aveugle, femme endormie, de Pierre Foldes. Je suis allé le voir juste hier soir, donc le film est encore très très frais dans ma tête. Pour vous donner un petit peu de contexte, Saule aveugle, femme endormie, c'est un long métrage d'animation en 2D, en partie rotoscopé, qui est une adaptation du coup française par Pierre Foldes d'un ensemble de 6 ou 7 nouvelles de Haruki Murakami, du coup qui est un très grand auteur japonais, très connu international, mais très connu en France aussi, et qui nous parle d'histoires croisées de trois personnages qui s'appellent Kyoko et Komura, qui sont un couple qui se sépare au début du film et qui vont vivre des aventures chacun dans leur coin, et de Katagiri, un comptable dans une société de travail japonaise où travaille du coup Komura, l'homme du couple précédemment cité. C'est des histoires qui mélangent à la fois une approche réaliste des relations humaines, mais aussi une forte utilisation de poésie, de surréalisme. Je vois sur ma petite fiche que l'auteur parlait de réalisme magique, qui est un style de littérature que moi j'aime beaucoup. Je lis beaucoup de Borges et de Calvino par exemple, qui sont des auteurs aussi connus en France, qui font beaucoup ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un ensemble d'histoires courtes qui mélangent ces personnages, donc qui sont confrontés à des situations un peu fantastiques. Je vais vous montrer les images parce que ce sera plus simple. Comme ça vous verrez. C'est quoi le réalisme magique? Alors c'est un style de littérature qui mélange des événements du fantastique et du surréaliste, mais qui... Je laisse la bande-annonce. Un vœu? Dernière nouvelle du tremblement de terre. Et Donc voilà. juste la télé. L'histoire se déroule juste après le tremblement de terre qui a touché Fukushima notamment. C'est votre devoir 2013. d'obtenir des résultats d'ici la semaine prochaine. Je me fais bien comprendre. Si elle avait un amant, elle passerait pas son temps à regarder des tours s'effondrer. Voilà, déjà, bon, je peux le dire, moi j'ai vu le film, mais c'est vraiment joli. Appelez-moi Frog. C'est de la belle... Je ne reviendrai jamais. Pourquoi tu ferais pas un petit voyage, par exemple? C'est quoi la chose la plus douloureuse qui t'est arrivée? Vivre avec toi.
C'est comme vivre avec une bulle d'air. Je me souviens pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour sauver Meilleur Tokyo personnage du film, de la sa grenouille. destruction. C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Demain, il pourrait y avoir un autre tremblement de terre. Tu peux faire n'importe quel vœu. Mais en fin de compte, on n'est jamais que soi-même. Vivre avec toi, c'est comme vivre avec une bulle d'air. Voilà. Question, c'est quoi le réalisme magique? Alors, figure-toi que j'ai passé 10 minutes aujourd'hui à lire la fiche Wikipédia du réalisme magique et que je n'ai pas vraiment compris la différence avec d'autres styles littéraires. Mais généralement, c'est une forme de fantastique où on traite la partie fantastique, du coup, une grenouille gérante débarque dans mon appartement et me propose de sauver le monde de manière réaliste. C'est-à-dire, les personnages adressent ça comme si c'était plus ou moins normal. Et voilà, généralement, c'est quand il y a du fantastique qui arrive dans un film très réaliste, mais que le film reste une histoire reste en partie réaliste. Voilà, donc vous avez vu, le film est en 2D, c'est un film un peu choral, puisqu'on s'intéresse à 3 personnages différents, qui vivent les histoires de 6 nouvelles au total. Moi, dans le réalisme logique, ce que j'aime beaucoup, là, par exemple, dans ce film, c'est qu'il y a une grenouille qui vient proposer de sauver le monde, il y a l'histoire d'un chat imaginaire qui est un peu le symbole qui est un chat imaginaire qui devient le symbole de le lien dans ce couple brisé. Il y a un personnage qui entend des sons du passé. Il y a beaucoup d'éléments comme ça liés à la nature ou la perception ou à des animaux qui mélangent de la symbolique, de la poésie, mais aussi une intervention dans la vie des personnages. Donc par exemple, la séquence là, réalisme magique, on rencontre un personnage qui va exaucer un vœu, mais jamais dans le film. Personne ne veut dire dans le film le vœu qui a été exaucé s'il a été exaucé. Et donc ça crée une espèce de tension dans l'histoire qui est sympa, parce que comme tout n'est pas résolu, on peut soi-même se créer l'histoire en se disant mais qu'est-ce que c'était exactement le vœu? Ou qu'est-ce que symbolisait ce chat errant? Ou qu'est-ce que symbolisait cette grenouille? Et donc voilà, visuellement c'est vraiment très joli. L'équipe d'animation a fait du très très beau boulot. Il y a un petit truc qui m'a perturbé dans le style graphique, c'est que les plans très proches des personnages ont le trait un peu flouté, donc ça fait bizarre. Et surtout les personnages ont un corps très réaliste, du coup je pense dû au fait que ce soit fait avec de la rotoscopie ou des références d'actrices pour faire les corps. Mais leur tête est un tout petit peu plus grande, donc des fois ça leur donne un peu une sensation de Woobly-Head avec la tête qui tourne trop par rapport au corps, ou qui est un peu caricatural. Donc voilà, c'est vraiment mon genre de film, parce que moi j'aime beaucoup quand ce style d'histoire avec le fantastique qui intervient dans le quotidien et qui vient... ces 3 personnages qui vivent sont un moment de leur vie très mélancolique, avec du vieillissement, une séparation dans le couple, un séisme qui vient de ravager le pays, et comment le fantastique vient s'arriver dans leur vie et leur aide à relativiser tout ça. La partie préférée du film, c'est vraiment les passages avec la grenouille Frog et le personnage de Katagiri, qui est une espèce de petit fonctionnaire qui n'a jamais rien demandé à personne, mais qui se retrouve à devoir sauver le monde, mais il sait pas trop s'il a le courage de sauver le monde, alors qu'on lui demande juste de regarder le combat qui décidera de l'issue du monde. Du coup ça s'est fait avec beaucoup d'humour, et j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est un film que je vous... Attendez, j'ai dit des trucs positifs, maintenant il faut que je dise beaucoup de trucs négatifs. C'est comme ça que ça marche. Les trucs négatifs, déjà, c'est que moi j'étais un peu déçu que le film soit n'ait pas une version japonaise, parce que j'imagine qu'on perd une partie de la langue, mais comme tout le film était produit en français, c'était une grosse coproduction européenne d'ailleurs. Il y a beaucoup de studios et de fonds européens qui sont allés là-dedans. C'est impressionnant, le générique de début et de fin a donné beaucoup. Ça m'a donné envie de lire du Murakami, ouais. Mais en fait, c'est un style et un genre d'écriture que je connais très bien. Du coup, j'avais vraiment ma grille de lecture en allant voir le film. Les trucs qui devaient me plaire m'ont plu, les trucs qui m'ont saoulé m'ont saoulé. Du coup, dans les trucs qui m'ont saoulé, le premier truc qui est vraiment chaud, c'est la représentation des femmes. Malheureusement, c'est un film qui... C'est un style de film qu'on a vu beaucoup... Pour donner des exemples, peut-être si vous avez vu des films comme en animation,
comme Le sens de la vie pour 9,99$, qui a aussi cette structure de de contes surréalistes mélangés les uns aux autres, ou plus récemment Anomalisa en stop motion. C'est ce genre de film, c'est un peu des films, des histoires écrites par des quarantenaires divorcés qui se questionnent sur la vie, quoi. Et du coup, ouais, la représentation des femmes est est vraiment mauvaise, quoi. Malheureusement, les rôles féminins, c'est une femme divorcée, une femme qui quitte son mari sans lui donner aucune explication à part lui dire tu es parfait, mais jamais tu ne me satisferas. Il y a il y a un horrible personnage que vous avez vu dans la bande-annonce, c'est la femme aux cheveux rouges, qui est vraiment un stéréotype insupportable, qu'on appelle la Manic Pixie Dream Girl dans les communautés de fans. C'est un personnage c'est juste un personnage qui existe pour rassurer le héros, donc là qui vient rassurer le héros fraîchement séparé, qui dit que des trucs positifs, qui couche avec le héros et qui disparaît. Donc genre, s'il vous plaît, arrêtez de faire des personnages comme ça. Et puis voilà, c'est un peu tous les personnages féminins rentrent dans des stéréotypes de genre assez saoulants. Il y a l'infirmière, il y a la jeune adolescente qui drague le héros, et le héros qui a 35 ans se dit bon bah c'est normal finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment très gênant. Malheureusement, la grosse histoire principale du film, c'est cette histoire de séparation de couple qui est pas qui est pas hyper bien représentée, parce que voilà, le personnage, enfin c'est plutôt le personnage principal, Komura, il est vraiment très insipide comme personnage. Dans la bande-annonce, on lui dit tu es comme une bulle d'air, et effectivement dans tout le film il exprime vraiment très peu d'émotions, et malheureusement on sent que c'est un personnage dans lequel c'est vraiment un personnage qui est là pour représenter probablement Murakami et peut-être le réalisateur du film, parce que c'est un personnage très sans épaisseur, et on sent que le film a fait beaucoup de références à la littérature. On cite Dostoïevski, on cite Anna Karenine, on cite comme ça tout le long. Donc il y a un côté assez prétentieux dans le film, je vous le cache pas, qui peut vraiment vous gâcher le plaisir de l'expérience. Genre, il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé dans le film, où c'était pas des moments qui sont assez drôles, mais juste le contexte rend ça tellement absurde ou crispant que voilà. C'est quand même En plus, ce film vient après beaucoup de films sur quelques adaptations de Murakami qui sont très connues. Récemment, on avait eu Burning de Lee Chang-dong, qui était un film coréen qui était vraiment extrêmement bien, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui avait ce même problème de sexisme dans son écriture, mais qui était très très bien sur la déliquescence de la jeunesse et l'impossibilité de se reconnaître dans ce monde actuel et capitaliste. Donc, et c'était très bien filmé, j'adore Lee Chang-dong. Et plus récemment, qui avait été beaucoup oscarisé, il y avait eu Drive My Car, qui a eu beaucoup de prix, qui était aussi adapté de nouvelles de Murakami. Du coup, c'est quand même une adaptation très attendue et très attendue, qui a eu. Je suis passé à Paris justement ces derniers jours, il y a énormément de publicité, ça a une grande sortie nationale et internationale, et on adapte quand même un des plus grands auteurs contemporains, enfin plus grand, un des auteurs les plus connus. Du coup, il y avait beaucoup d'attentes, et voilà, je pense que voilà. Mais moi, je m'attendais à un film très doux, qui parle de mélancolie urbaine, et ça je l'ai tout à fait eu, quoi. La musique du film est vraiment très jolie, elle est composée elle est très belle, très envoûtante. Elle est composée par Pierre Foldès aussi, qui est le réal, qui joue d'ailleurs le personnage de la grenouille, qui a une super voix, donc belle musique et belle voix. Et du coup, ouais, moi j'aime bien ces films un peu déliquescents, où on voit des longues scènes qui s'enchaînent avec des idées poétiques intéressantes, comme donc je vous lisais, je retourne sur le temps qui passe, sur les émotions qui changent, sur ces éléments magiques qui viennent changer notre quotidien, mais en fait pas tellement. Peut-être que c'est des représentations très très allégoriques de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, de vouloir changer. Il y a par exemple une boîte qui contient tout le vide du personnage principal qui se balade pendant le film. Et ça, c'est des belles idées, quoi. C'est des idées très évocatrices et qui continuent à habiter dans l'imagination. Donc voilà, sur ces actes-là, moi j'étais pas très satisfait dans le film, parce il a une vraie grande qualité graphique et technique qui est indéniable. Mais c'est évident que voilà, le scénario et les intentions principales du film qui viennent à dire toi petit fonctionnaire et toi jeune divorcé, vous pouvez être fier de vous parce que vous participez à la société, et vos sentiments sont d'une extrême beauté poétique. Ça c'est un peu chiant, quoi, justement parce que c'est des personnages très plats, et c'est dommage qu'on s'intéresse à eux, quoi.
Voilà, je sais pas si certains d'entre vous ont pu le voir. Je pense que même chose, ce sera un film assez clivant. Il y a une personne qui va dire waouh, trop bien, l'ambiance était hyper bien. J'étais au fond de mon siège pendant 1h40 et c'était très agréable. Et la personne d'à côté qui va dire vraiment horrible, j'étais en colère contre le réel tout le temps. Donc, euh, donc voilà, mais c'est une des grosses sorties de l'année. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous laisse le temps de voir tranquillement le film de votre côté et vous m'enverrez vos retours et peut-être que je pourrai en parler dans une petite séquence la prochaine fois. En attendant, ça fait une petite heure qu'on est ensemble, un petit peu plus même, donc je vais vous proposer de prendre une petite pause